Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction entièrement consacré à une déclaration qui met le Proche-Orient en émoi depuis hier. To officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Le président américain qui reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, quelques heures avant cette annonce, dans une unanimité rare dans les relations internationales, la Chine, la Russie, pratiquement toutes les capitales européennes appelaient le président américain à reconsidérer ses intentions. L'Iran condamnait, la Turquie parlait de ligne rouge à ne pas franchir. Nous sommes au lendemain de cette annonce et le Hamas a déjà appelé à une nouvelle intifada. Pour en parler avec nous aujourd'hui par Skype, nous avons Cyril Louis, notre correspondant à Jérusalem. Nous avons Philippe Gély, notre correspondant à Washington, et puis Alain Diekov, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Proche-Orient et auteur de ce livre que je vous montre, Le conflit israélo-palestinien, chez Armand Collin, publié au printemps 2017. Le sondage Twitter que l'on vous propose en ce moment même sur Twitter, donc, redoutez-vous un regain de violence au Proche-Orient suite à la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël? Nous commenterons les résultats à la fin de cette émission. Une première question avec vous, Alain Diekov. Merci d'être avec nous. À quel point cette décision est importante selon vous et historique, bien sûr? Oui, bien évidemment, elle est importante dans la mesure où une grande puissance, en l'occurrence les États-Unis, reconnaissent ce qui était un fait du point de vue israélien depuis longtemps. Pour les Israéliens, il n'a jamais fait de doute que Jérusalem était la capitale de leur État, mais en revanche, ce qui leur manquait, c'était que cet État, de fait, soit reconnu internationalement. C'est ce que le président Trump vient de faire de façon assez spectaculaire, et c'est en un certain sens, évidemment, un renversement total de perspective, puisque la communauté internationale était en fait sur la position, depuis 1947, ça remonte même avant la guerre des 6 jours, sur le fait que la Jérusalem devait être l'objet encore de négociations à venir pour déterminer son statut. C'est ça que Trump remet en cause à travers sa déclaration. Cyril Louis, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Dites-nous un petit peu, on a vu depuis hier, vous allez le voir sur ces photos, des manifestations à Gaza. On l'a vu des drapeaux israéliens et américains qui ont été même brûlés. On a vu aussi, et vous le mettiez sur Twitter quelques heures avant cette émission, un rassemblement à Jérusalem avec des premières interpellations. Est-ce que cela se continue et à quelle échelle ? Oui, alors il y a eu d'abord de premiers rassemblements hier soir à Gaza et à Ramallah, rassemblements de taille modeste lors desquels des drapeaux israéliens et des drapeaux américains ont été brûlés. Et le premier test de la mobilisation palestinienne, ça devait être aujourd'hui, à l'issue de la prière de la mi-journée. Et ce qu'on voit d'ores et déjà, c'est qu'à Bethléem et à Ramallah, des rassemblements relativement importants, comptant plusieurs centaines de manifestants, ont conduit à des heurts entre jeunes Palestiniens et policiers et militaires israéliens. Et puis, à Jérusalem, à l'entrée de la porte de la vieille ville, porte de Damas, un rassemblement se déroule depuis la mi-journée dans une ambiance tendue. Il a donné lieu à plusieurs interpellations déjà. Et les appels à manifester se multiplient dans plusieurs villes de Cisjordanie. Oui, effectivement, vous l'avez vu sur ces images en direct de Bethléem, où il y a effectivement déjà des premières heures avec des manifestants palestiniens. Une question d'un internaute, Philippe, pour vous. C'est la question que je voulais vous poser, un internaute qui nous le donne sur Twitter. Vous allez la découvrir. Pourquoi Trump a-t-il pris cette décision? Et voilà, il nous demande également, l'ambassade américaine sera-t-elle déplacée? Alors pourquoi? Je vois au moins 4 raisons de la part de Trump. La première, c'est qu'il tient une promesse électorale qui avait été faite par ses prédécesseurs et qu'il n'avait pas tenue. Il a dénoncé leur manque de courage. Accessoirement, il respecte une loi américaine de 1995 sur laquelle tous les présidents avaient fait usage d'une possibilité de dérogation. Son deuxième argument, c'est qu'il ne fait que reconnaître une réalité, ce qui est vrai, puisque une grande partie du gouvernement israélien, le Premier ministre, la Cour suprême sont à Jérusalem. Cela dit, l'annexion russe de la Crimée est aussi une réalité et c'est autre chose de le reconnaître politiquement et juridiquement et de le valider.
Son troisième argument, c'est que la reconnaissance de la réalité, de la vérité, va faire avancer le processus de paix. C'est beaucoup plus douteux, mais ça procède de la conviction de Trump que la puissance américaine peut se permettre, peut faire à peu près ce qu'elle veut sur ce genre de questions dans le monde. Et enfin, je dirais que la dernière raison, un peu moins pratiquement inavouée, mais assez transparente, c'est tout simplement que Donald Trump a pris fait et cause pour Israël. Il a loué la grande démocratie, la seule démocratie au Proche-Orient, ce qui est une réalité, mais il n'a pas eu un mot pour les Palestiniens, ni même pour reconnaître l'existence d'une majorité arabe à Jérusalem-Est. Et en fait, il s'est aligné sur Benjamin Netanyahou, et on en voit les fruits aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à commenter déjà sur Facebook cette émission. Bonjour à tous, nous dit Lydie. Il ne cherche que les problèmes, nous dit Nella. Il veut déclencher une prochaine guerre, nous dit Kaloudja. Une question quand même qu'on se pose, Philippe. Qui soutient aux États-Unis une décision comme celle-ci ? Une grande partie de l'opinion américaine est favorable à Israël. Encore une fois, c'est un pays qui est considéré comme la seule démocratie moderne du Proche-Orient, à juste titre. Il y a aussi un électorat, enfin une population chrétienne évangélique importante, qui représente à peu près 40%, un peu moins, de 40% de la population américaine, et qui partage la conviction que il faut la restauration de la Jérusalem biblique pour hâter le retour du Messie. Donc ce sont des gens qui entendent tous les dimanches dans leur église un discours sioniste religieux. Et cette pas unanimité, mais cette opinion très largement répandue se reflète au Congrès, où la loi de 95 a été confirmée il y a 6 mois par les 90 sénateurs présents au Sénat. Il y en a aussi également beaucoup de questions qui nous parviennent sur Twitter, et notamment à propos de l'ONU. Vous allez en découvrir quelques-unes et j'aimerais vous les poser à Alain Diekhoff. Déjà, Cyril qui nous demande tout bêtement, du point de vue de l'ONU, est-ce que Donald Trump et les États-Unis ont le droit de faire cela, à savoir reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël ? Également, un autre commentaire qui nous parvient, qui nous demande qui nous aidera dans cette folie, les Nations Unies, pardon. Et puis enfin, l'ONU elle-même, à travers l'un de ses comptes, qui nous dit le statut final de Jérusalem doit être résolu par des négociations dans le cadre d'une solution à 2 États. Il réagissait donc à l'annonce de cette émission. Voilà, Alain Diekhoff, quel rôle vraiment peut avoir l'ONU suite à cette déclaration ? Déjà réaffirmer certains principes, hein, et le principe le plus important, c'est qu'en effet, le statut de Jérusalem pour l'ONU, et ce, depuis 1949, c'est-à-dire la fin de la première guerre israélo-arabe, ce statut doit être déterminé par les parties. Donc, par Israël, évidemment, par les États voisins à l'époque, c'était surtout la Jordanie. Les Palestiniens, à l'époque, ne comptaient pas encore politiquement. Ils sont rentrés dans le jeu beaucoup plus tard, dans les années 70, mais c'est clair que c'est quelque chose qui va se faire entre les parties, et évidemment aussi avec une place très importante de la communauté internationale, parce que Jérusalem, nous le savons, c'est une question évidemment politique, il n'y a pas de doute, donc pour l'essentiel entre Israéliens et Palestiniens, mais il y a aussi une dimension religieuse qui concerne les Juifs, les musulmans, et bien évidemment aussi les chrétiens. Donc il y a toutes ces raisons qui font que dès le départ, en réalité, dès que l'ONU avait proposé en 1947 le plan de partage, elle avait envisagé un statut particulier pour Jérusalem. Donc en ce sens-là, c'est vrai que Trump remet complètement en cause finalement un consensus qui avait été solidifié au cours des 70 dernières années. Et une conséquence directe de cette décision, et c'est dont tout le monde parle ce matin, la réaction du bureau politique du Hamas par la voix d'Islamel Haniyeh. On va l'écouter tout de suite. فليكن غدا 8/12/2017 يوم غضب وبداية تحرك واسع لانتفاضة أسميها انتفاضة حرية القدس والضفة.
كما حررنا غزة. Cyril, expliquez-nous, vous êtes à Jérusalem, bon, déjà ce qu'est une intifada bien sûr, mais ce que cela veut dire et quelle forme cela va prendre. Oui, alors l'appel d'Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, renvoie tout d'abord évidemment à la première intifada qui démarra en 1987 et qui fut un mouvement largement non violent de soulèvement contre l'occupation israélienne qui conduisit à l'ouverture du processus d'Oslo en 1993 et aux négociations israélo-palestiniennes. Mais il renvoie également ce terme d'intifada au soulèvement militarisé du début des années 2000 mené sur un registre tout à fait différent avec des combats opposant la police palestinienne à l'armée israélienne, des attentats suicides menés par les différents groupes armés palestiniens dans les villes d'Israël, et puis une répression très lourde de l'armée israélienne dans les villes de Cisjordanie et de Gaza. C'est un appel très fort, évidemment, mais dont il faut relativiser la portée, tout d'abord parce qu'il arrive assez fréquemment au Hamas d'appeler à l'intifada depuis plusieurs années, et il faut observer qu'en Cisjordanie du moins, la surveillance que leur impose à la fois l'armée israélienne et la police palestinienne limite leur capacité à agir. Je voudrais par ailleurs attirer votre attention sur le fait qu'Ismail Haniyeh, après avoir appelé à cette intifada, a indiqué qu'elle devrait être organisée et décidée dans le cadre d'un dialogue entre factions palestiniennes, entre les islamistes du Hamas, d'une part qu'il représente, et les autres partis, dont le Fatah du président Mahmoud Abbas, qui lui refuse la violence. Et c'est donc une façon d'atténuer d'emblée la portée de cet appel. Merci beaucoup Cyril. Philippe, maintenant on va aller quand même à Washington pour savoir comment cette annonce a été perçue par l'entourage du président. Beaucoup de ses conseillers le pressaient de ne pas prendre cette décision et craignaient que cela ait un impact sur les ressortissants américains, qu'ils soient civils ou militaires d'ailleurs, au Proche-Orient ou au Moyen-Orient. Est-ce que ces craintes sont justifiées selon vous ? Elles sont justifiées dans la mesure où les États-Unis ont une présence officielle dans le monde entier. Ils ont 276 représentations dans le monde. Donc le département d'État, avant même la déclaration de Donald Trump, avait alerté ses ambassades et ses représentations en leur demandant de prendre des précautions et de s'attendre à des manifestations hostiles, non seulement au Moyen-Orient, mais en fait dans tout le monde arabo-musulman et même au-delà. Il ne faut pas oublier non plus que les Américains ont environ 12 000 hommes en Afghanistan maintenant et près de 16 000 en Irak, qui sont aussi exposés. Alain Diekhoff, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Israël et surtout Jérusalem est à ce point l'épicentre de tous les conflits du Proche-Orient? On va regarder cette carte que nous avait préparée Laure Kermanak. On peut voir effectivement les délimitations entre l'Ouest et l'Est, et puis surtout la vieille ville et les lieux saints. Voilà, c'est vraiment le syncrétisme de toutes les religions. Et pourquoi est-ce que cela crée autant de tensions finalement? Il y a évidemment, je crois, la question au départ, elle est quand même fondamentalement politique. Et on le voit bien dans la carte qui montrait la séparation qui existait entre l'Ouest et l'Est. Cette séparation, elle a été le résultat de la guerre, et de la guerre qui a eu lieu entre 1947 et la fin 1948. Et à l'issue de la guerre, l'Ouest est devenu israélien et l'Est était à l'époque jordanien. Cette situation donc de séparation totale, un peu sur le modèle de Berlin, grosso modo, même s'il n'y avait pas un mur, mais plutôt des fils de fer barbelés, des choses de ce genre-là qui séparaient l'Est de l'Ouest, perdurait jusqu'en 67. Et en 67, à l'issue de la guerre qu'on appelait la guerre des 6 jours, Israël a conquis toute la Cisjordanie, y compris le secteur oriental. Et donc, ce secteur oriental, considérablement agrandi d'ailleurs à la fin du mois de juin 1967, a été considéré, c'est ainsi qu'Israël l'a appelé, réunifié, c'est-à-dire qu'Israël a réunifié ce qu'il considérait comme sa capitale. Et ce fait a été évidemment contesté dès le départ par les Palestiniens, par le monde arabe bien évidemment, mais aussi n'a jamais été reconnu par la communauté internationale jusqu'à aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il faut dire que, alors c'est là qu'il y a une position, je dirais, pas nécessairement ambiguë, mais Trump n'est pas allé jusqu'au bout
de ce qu'il aurait pu éventuellement faire, c'est-à-dire qu'il a dit que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale d'Israël. Il n'a pas dit qu'il reconnaissait Jérusalem dans les frontières telles que Israël les a dessinées en juin 67. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu, en tous les cas formellement, l'unification, entre guillemets, de la ville en 1967. Il a à l'inverse précisé que la question du statut, la question précisément des limites, devait continuer à être déterminée par les parties. Simplement, évidemment, il avantage objectivement une des parties par rapport à l'autre, à savoir les Israéliens, et ce d'autant plus que ces Israéliens contrôlent déjà, de fait, la partie orientale de la ville depuis 1967. Merci beaucoup, Alain Dickhoff. Et la question que l'on se pose immédiatement, du coup, est-ce la fin de la solution des deux États? Cyril, est-ce que, autour de vous, en tout cas à Jérusalem, dans les territoires palestiniens, en Israël, on considère que c'est la fin de la solution des deux États? Écoutez, oui et non. D'une part, les Palestiniens observent assez justement que la décision américaine sur le terrain et dans l'immédiat ne change pas grand-chose. La position des États-Unis reste une position isolée. La quasi-totalité de la communauté internationale considère que le statut de Jérusalem doit être réglé dans le cadre de négociations entre Israéliens et Palestiniens. Mais cette décision envoie un signal puissant aux Palestiniens qui, depuis des années, constatent que dans les faits, cette solution dite des deux États n'a cessé de se déliter, en grande partie sous l'effet de la colonisation en pleine expansion depuis le processus d'Oslo. Il y a aujourd'hui environ 200 000 colons israéliens qui vivent dans la partie orientale de Jérusalem et plus de 350 000 en Cisjordanie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de Palestiniens dans la rue, comme de responsables politiques palestiniens, tirent le constat que la décision américaine pourrait finalement sonner le glas de cette solution des deux États. Une légère parenthèse, suite aux nombreux commentaires que vous nous mettez sur Facebook, il s'est mis le monde entier sur le dos pour faire plaisir à Israël, nous dit un internaute. Et un autre nous demandait, Philippe, pourquoi la droite évangéliste américaine soutenait cette initiative, la droite chrétienne évangéliste? Est-ce qu'on peut répondre à cet internaute qui s'appelait Paul? Je crois vous avoir répondu tout à l'heure. Les convictions des évangéliques, et non pas des évangélistes, sont qu'il faut un rétablissement du royaume juif sur Israël et sur Jérusalem pour hâter le retour du Messie. C'est une conviction religieuse qui est très partagée aux États-Unis. Merci beaucoup, Philippe. Une autre question, Philippe. Les Américains prétendent depuis des décennies qu'ils sont le parrain neutre, on va dire, dans la région et qu'ils ont une volonté de trouver un accord entre Israël et la Palestine. Est-ce que vous considérez que c'est encore audible aujourd'hui suite à cette décision de Donald Trump? Donald Trump a insisté sur ce point hier en disant qu'il ne préjugeait d'aucun point des négociations finales et de leur issue. En pratique, c'est assez douteux. L'objet fondamental de cette démarche et son sens sous-jacent, si je puis dire, c'est quand même de signaler aux Palestiniens qu'ils doivent réduire leurs attentes et leurs espoirs liés au processus de paix. Donald Trump a chargé son gendre, Jared Kushner, d'obtenir un accord de paix israélo-palestinien qu'il qualifie de deal suprême. Ce gendre, qui a 36 ans, qui est un jeune homme imaginatif, mais avec peu d'expérience encore, a monté un quatuor de conseillers qu'il présente lui-même comme 3 juifs orthodoxes et une égyptienne copte, qui est Dina Powell, la conseillère adjointe à la sécurité nationale. Et il reconnaît que c'est un équipage non conventionnel. Kushner s'est rapproché du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qui lui-même a 32 ans. Et il semble qu'eux deux aient concocté un plan de paix, enfin du moins un projet d'initiative diplomatique très peu généreux envers les Palestiniens, leur proposant une capitale à Aboudi, c'est-à-dire dans une banlieue de Jérusalem, derrière le mur de séparation, pas de continuité territoriale, une souveraineté limitée, etc. Donc tout ça est assez cohérent, et la démarche de Trump est assez cohérente si l'objectif ultime est de faire comprendre aux Palestiniens
qu'ils n'auront pas ce qu'ils espèrent, c'est-à-dire un État de plein droit avec Jérusalem-Est comme capitale. Alain Diekhoff, certains accusent Donald Trump d'être tombé dans le piège d'une situation de fait, on va dire. Je voulais déjà vous montrer cet internaute qui se réjouit de cette annonce et qui le dit avec ses propres mots. C'est une très bonne nouvelle car officieusement c'était déjà la capitale d'Israël, ce n'est en fait qu'une formalité. Et vous l'expliquez également dans votre livre « Le conflit israélo-palestinien ». Dans une citation, on va la lire, les conditions de réalisation concrète d'un État palestinien paraissent s'éloigner de plus en plus avec la multiplication de faits établis par Israël. Vous parlez de la construction des colonies. Le nombre de résidents juifs en Cisjordanie hors Jérusalem est passé de 1200 en 1972 à 350 000 aujourd'hui. Un mot là-dessus, Alain Diekhoff, effectivement. Oui, alors là, la citation évidemment fait référence à la Cisjordanie et non pas à Jérusalem. Et ce qui s'est passé en Cisjordanie, c'est passé de façon encore plus forte et sur un espace beaucoup plus réduit à Jérusalem, puisqu'en effet, comme cela a été dit précédemment, à peu près 200 000 citoyens israéliens se trouvent aujourd'hui du côté oriental de la ville. Alors je crois qu'il faut juste distinguer une chose. Pour Israël, Jérusalem a toujours été sa capitale. Et quelque part, Trump l'a dit. Il l'a dit en faisant référence aux institutions qui s'y trouvent, le législatif, la Knesset, la Cour suprême, et tous les ministères, à l'exception du ministère de la Défense, et l'Office du Premier ministre. Tout cela est vrai. Et ce qu'il manquait, c'est la reconnaissance internationale. C'est ça qu'il vient d'obtenir, en fait, grâce à Trump. Et c'est évidemment une victoire qui ne change rien sur les faits, mais qui, d'un point de vue symbolique, politique, est extrêmement importante. Bien évidemment. Je voulais vous faire réagir, Alain Diekhoff, à cette réaction de Daniel Levy, qui est le président de l'US Middle East Project, et qui parle, lui, d'un encouragement pour l'extrémisme. On va l'écouter. What the signal this sends is further, not just impunity for Israel, but encouragement for the very extremism of the Israeli government that is undermining any prospect for peace. So the message you are sending is keep going, Israel, in your illegal activities, and that is a devastating message to be sent. Vous considérez que c'est un soutien, on va dire, et une impunité nouvelle pour Israël ? En tous les cas, je suis tout à fait d'accord avec Daniel Levy. C'est évident que ça n'est pas un message qui va pousser le gouvernement Netanyahou, déjà très peu enclin à la modération, à se modérer davantage. Quelque part, il obtient un blanc-seing, parce que si encore Donald Trump avait été dans sa déclaration, tout en reconnaissant le fait que Jérusalem est la capitale d'Israël, en disant en même temps qu'il faut trouver une solution avec les Palestiniens, ça aurait été tout à fait autre chose. Il n'a pas du tout dit cela. Il a vraiment reconnu, donner quelque chose à Israël, mais sans demander aucune espèce de contrepartie. Donc je pense qu'en effet, c'est objectivement un encouragement pour une intransigeance renforcée, et ça va évidemment affaiblir les modérés du côté palestinien. Ça va donner évidemment, c'est très négatif aussi pour la Jordanie, et en revanche ça va renforcer évidemment les jusqu'au-boutistes de tous bords, qui auront au jeu de dire que voilà, on vous l'avait bien dit, il n'y a pas de possibilité de négociation. Merci beaucoup, Alain Diekhoff. Je me passe avant de vous dire que l'on va remercier Cyril Louis, qui était avec nous pendant toute la durée de cette émission, mais qui a beaucoup de reportages à faire pour le Figaro, on le comprend bien. Merci beaucoup, Cyril. On vous retrouve dès les semaines prochaines pour de nouveaux numéros. On reste avec vous, Philippe Gély et Alain Diekhoff, pour la suite et la fin de cette émission. On arrive aux dernières minutes. Deux dernières questions, toujours avec vous, Alain Diekhoff. Il y a eu des mises en garde des puissances régionales autour d'Israël. On va simplement écouter, pour se les remettre en mémoire, celle du président turc Recep Tayyip Erdoğan et de l'ayatollah Khamenei. Haberlerle ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Ve biz kesinlikle son ana kadar buradaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaldı ki bu bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar da gidebilir. با این کار هم
ضربه بزرگتری خواهند خورد، بلا شک دنیای اسلام در مقابل اینها خواهد ایستاد. قطعاً دشمن نمیتواند در قضیه فلسطین موفقیت مورد نظر خودش رو پیدا کنه و فلسطین آزاد خواهد شد. Alain Diekhoff, est-ce qu'il y aura, d'après vous, un vrai regain de tension dans le Moyen-Orient ou est-ce que l'on est ici dans des postures? C'est difficile de dire combien de temps la crise va pouvoir durer. Ça a déjà commencé des manifestations en Cisjordanie, à Gaza évidemment, sans doute dans le monde arabe, les États voisins. Mais est-ce que ça va vraiment pouvoir conduire à une crise généralisée? Je serais assez réservé. On voit très bien, là, on l'a vu avec les Turcs et les Iraniens, il y a une surenchère de leur côté parce que chacun veut se présenter comme le leader du monde musulman. Donc ils vont utiliser évidemment cet épisode pour se présenter comme le défenseur du monde sunnite ou même de façon générale du monde musulman, puisque les Iraniens sont aussi de la partie. Mais en même temps, il faut bien voir qu'objectivement, le monde arabe est extrêmement divisé dans le fond. Et ses capacités de réagir vis-à-vis de ce que Trump vient de faire sont extrêmement limitées pour une raison bien simple, c'est que les grands États du Moyen-Orient, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Arabie Saoudite et la Jordanie, même si ça n'est pas un grand État, ils comptent quand même, ils sont tous liés aux États-Unis stratégiquement, ils ont besoin des États-Unis. Donc, à mon avis, ils ne pourront pas aller très très loin dans l'opposition aux Américains. Et en ce sens-là, je ne suis pas certain que cette crise dure très longtemps. Une dernière question pour vous, Philippe Gély. On a beaucoup de questions sur l'ambassade et le transfert de cette ambassade. Quand aura-t-il lieu? Est-ce qu'il aura vraiment lieu? Puisque on parlait de plusieurs années hier suite à la déclaration de Donald Trump. Les du président disent qu'aucune ambassade dans le monde aujourd'hui ne peut être construite, enfin ambassade américaine, en raison des contraintes de sécurité, etc. Aucune ne peut être construite où que ce soit en moins de 3 ou 4 ans. Ce qui veut dire que ça repousse l'ouverture effective de cette ambassade à Jérusalem après le premier mandat de Donald Trump. Peut-être toujours sous Donald Trump s'il est réélu en 2020. Mais en tout cas, la symbolique, c'est d'ordonner que dès maintenant, les architectes se mobilisent, qu'on trouve un terrain, qui sera d'ailleurs à Jérusalem-Ouest, il faut le préciser. Il n'est pas question que les États-Unis installent leur ambassade auprès d'Israël à Jérusalem-Est. Mais certains considéraient qu'ils allaient simplement utiliser le consulat qui était déjà en place à Jérusalem. Ce n'est pas possible pour des raisons de sécurité. Voilà. Politiquement, c'est possible. Vous pouvez déclarer une ambassade en mettant une plaque ambassade. Concrètement, si vous voulez faire les choses bien, vous devez installer les fonctionnaires. Il y en a plus de 1000 à l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv actuellement. Et d'autre part, je signale qu'il y a 2 consulats américains à Jérusalem, l'un à l'ouest qui fait la liaison avec le gouvernement israélien et l'un à l'est qui s'occupe, comme les autres consulats généraux occidentaux à Jérusalem, qui s'occupent des relations avec les Palestiniens. Merci Philippe. Une dernière question pour vous Alain. Et la France dans tout ça? Emmanuel Macron a regretté la décision de Donald Trump, mais que peut-il faire de plus finalement? Je dirais déjà raffirmer en effet ce principe, à savoir que cette décision américaine est une décision unilatérale et qu'elle rompt le consensus diplomatique autour de la question de Jérusalem. Donc répéter ces choses-là et faire en sorte qu'à l'ONU ce message soit également porté, de même qu'au sein de l'Union européenne. Je vous garde encore quelques secondes, Alain Diekhoff, pour répondre tout simplement à la question que l'on vous pose depuis ce matin sur Twitter et à laquelle je peux vous dire qu'Hassen et Larry sur Facebook auraient répondu oui, c'est le début d'un très grand conflit pour le monde, nous dit cet internaute sur Facebook. Eh bien, vous voyez que 74% de nos internautes considèrent qu'un regain de violence au Proche-Orient est à redouter. Vous tempériez, on va dire, cette affirmation, Alain Diekhoff, il y a quelques minutes. Non, un regain de violence sur le court terme, certainement. Ce sur quoi je suis plus sceptique, c'est sur le fait que ça ouvre une crise généralisée dans la région. C'est ça qui me paraît douteux.
Merci beaucoup Alain Diekov. Je rappelle que vous avez écrit ce livre, Le conflit israélo-palestinien, aux éditions Armand Colland, et Philippe Gély, notre correspondant à Washington, qui était d'ailleurs il y a quelques années correspondant à Jérusalem. Merci beaucoup messieurs et à bientôt pour un nouveau numéro d'Interaction. Ok, merci. Ouais, alors je vous signale que j'ai pas eu de retour image pendant toute l'émission.